Bienvenue dans ce nouvel épisode des Gros Mots. Je suis trop heureuse parce que comme d'hab et comme souvent, j'accueille une meuf que j'aime beaucoup, qui a une énergie de dingue et surtout un parcours de vie ultra intéressant que j'avais vraiment envie de vous partager. Elle s'appelle Yasmine. Salut Yas. Coucou Nance. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi de me recevoir surtout. Avec plaisir. On a beaucoup de choses à se dire. Mais la première question que je pose tout le temps à mes invités, c'est est-ce qu'il y a un ou des gros mots que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Alors, un principal surtout, ça serait du coup passer au-delà des préjugés que ont les autres générations sur nous, cette nouvelle génération. Et le deuxième, ça serait du coup faire les choses pour soi et pas pour les autres. Un combat qui est assez dense et compliqué au quotidien. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail de ton histoire. Elle commence au Maroc. Yes. Donc t'es née au Maroc. Née à Casablanca, grandi à Casablanca jusqu'à mes 18 ans. Mm-hmm. Et je suis venue sur Paris pour faire mes études, du coup. Des études en médecine. Voilà. T'as toujours voulu faire médecine? Toujours, pas depuis toute petite. J'ai longtemps hésité avec pilote d'avion, mais j'ai toujours voulu être dans un monde un peu masculin ou un métier un peu de pouvoir. Mm-hmm. Médecine, pourquoi? Par rapport à un événement du coup assez personnel et où l'équipe médicale a été assez présente pour moi. Je me suis dit, je suis rentrée, j'ai dit à maman, ok, je veux aider comme ces gens, je veux être comme ces personnes. Et essayer de faire le bien autour de moi. Du coup, médecine à partir de mes 12-13 ans. Et donc là, on a fait un petit bond dans le temps, mais on va revenir un peu en arrière. Avant que tu prennes la décision d'arriver en France et d'étudier la médecine, qu'est-ce qui se passe pour toi au Maroc? Mes parents m'ont offert la chance d'être dans un lycée français privé. C'est une mission française où du coup j'ai une éducation quand même assez poussée. On est quand même avec un peu l'élite marocaine, etc. Du coup, il y a un peu cette pression. Faut savoir que moi, je viens de la classe moyenne. Mes parents sont arrivés là où ils sont arrivés tout seuls, avec leurs propres moyens, etc. Je suis dans un lycée privé depuis toute petite. Passionnée de sport depuis toute petite. Ma mère, elle m'a mis directement à 4 ans. Elle m'a dit, allez, danse classique, natation, tu vas voir la totale. Ça en est suivi par de l'équitation, je pense, si je me trompe pas, pendant 8 ans. C'était pas mon truc. Ouais. Après, je découvre le sport collectif, du coup le handball, et je me prends de passion pour ce sport. Enfin, tout ce qui va autour du sport collectif, le sens de solidarité et tout. Enfin, les copines que je me fais au hand, qui sont d'ailleurs du coup mes copines les plus proches aujourd'hui. Et puis un jour, il y a un de mes profs de sport qui me repère un peu. Je sais pas s'il repère mon leadership, je sais pas si il repère un peu maniaque ou autre. Et il me dit, ok, avec toi, on peut faire quelque chose, et quelque chose de sympa. Okay. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je me suis lancée sur pas mal d'autres projets, que ça soit associatif, humanitaire, mais toujours avec un fil conducteur qui est le sport. Au hand, est-ce que t'as commencé à faire des compètes? Je jouais pas en club dans mon pays. Je jouais vraiment au sein de l'équipe de mon collège-lycée. Et il y a des compètes qu'on appelle les compètes UNSS, c'est toutes les compètes des lycées privés marocains, français au Maroc pardon, ou les lycées privés. Il y a une année où c'était du coup toute l'OSUI et l'AFE, c'est un peu l'organisme de nos lycées, du coup dans le monde. En troisième, on a été vice-championne. Ah, quand même. Ouais, vice-championne du Maroc. Défaite qui m'a beaucoup appris dans la vie, je m'en rappellerai toute ma vie de cette défaite, je pense. Ça t'a marqué? Énormément. J'étais capitaine de mon équipe et on joue contre des Françaises. Le niveau des Françaises est très haut. Du coup, on avait un peu tout. Vraiment, il y avait que ce match. Il y avait un peu toutes les équipes, tous les autres lycées, de Rabat, Tanger, etc. Le terrain était bondé vu qu'on était les seuls Marocains qui restaient. Et forcément, on est à domicile. On veut apporter la coupe à la maison, quoi. Et j'étais capitaine. On se faisait arbitrer du coup par un arbitre français, un arbitre marocain. Et c'est un arbitrage qui m'a beaucoup énervée. Parce que tu l'as trouvé injuste. On nous a on a perdu 19. Voilà, et on me refuse 3 buts. Pour des raisons qui pour moi ne sont pas justifiées. Je me prends 2 minutes parce que je commence à gueuler sur l'arbitre. C'est vraiment le match où j'ai pas su faire mon rôle de capitaine comme il fallait le faire. Mais surtout c'est mon premier échec sportif. Du coup, ça m'a marqué à tout jamais. Ça se voit que tu le revis, même quand on parle. Je le revis, vraiment. J'ai recroisé l'arbitre plus tard, j'étais en mode, mais jamais de la vie, je peux pas. Mais du coup, très cool. Après, on était, du coup, championne du Maroc 2 fois. Mon coach, du coup, me repère au hand. Il me dit, est-ce que tu crées une génération, ça s'appelle Génération Foot, Génération Massignon Foot. On essaye de monter une équipe féminine pour la première fois dans le lycée, etc. Le foot, c'est pas réservé qu'aux garçons. On essaye un peu de passer au-delà de ces préjugés au Maroc, où une fille fait pas forcément du foot ou autre. Quand j'ai dit à mon père que j'allais faire du foot, il m'a dit, mais pourquoi faire? Et où j'apprends beaucoup. Donc, ce prof te repère,
il te dit que voilà, il y a moyen de faire des trucs cool, vous gagnez, vous remportez plein de victoires, et puis vient le moment où t'as 18 ans, tu décroches ton diplôme. C'est ça, je remplis Parcoursup comme tout le monde et tout, et du coup j'ai Paris. C'était ton premier choix, Paris? Ouais. Ok. J'ai eu la fac que je voulais en plus, c'était c'était cette fac ou rien. Donc t'arrives en France. Comment ça se passe déjà mentalement? Parce que t'arrives toute seule? Ouais, j'arrive toute seule, mais j'ai la chance d'avoir ma grand-mère qui est française, du coup qui habite là. Je suis directement logée chez ma grand-mère, et ça c'est une énorme chance. Enfin, j'étais certes dépaysée. Ma grand-mère, je la voyais, on va dire, aller 6 mois à l'année, mais pas énormément parce qu'elle était en France et tout. Mais je laisse tous mes repères, tout mon groupe d'amis. On est chacun dans un des 4 coins du monde. Du coup, je me dis ok, faut que je me refasse des amis. Mais dans le contexte dans lequel je suis, c'est pas le truc la plus facile en médecine. C'est très très compétitif et tout. Un peu perdue, un peu pas forcément bien dans ma peau. Je passe d'une vie super active où genre à côté du lycée, j'ai tellement de projets humanitaires, sportifs. Enfin, je m'arrête pas. Je suis au lycée samedi et dimanche et tout, où j'ai une vie sociale assez importante, etc. À devoir travailler 12 heures ou 15 heures chez moi. Enfin, il y a des jours où je sortais pas pendant 3 jours, quoi. Ah ouais. Tu vois. Et je le vis très mal. Très très mal, de tout arrêter, d'arrêter le sport. Enfin, j'ai essayé au début de continuer d'aller courir et tout. Mais c'était impossible. Par rapport à mon emploi du temps autre, c'était... Ça rentrait pas, en fait. Ça rentrait pas. Enfin, j'ai essayé, hein, et je respecte vraiment les personnes qui le font. Mais dans mon truc où, genre, on te fait beaucoup culpabiliser. En fait, je pars du Maroc, j'ai une confiance en moi qui est au top. Et en 1 mois, je perds tout. Ouais. Mais complètement, quoi. Et je dois essayer, de me convaincre, parce que c'est quand même une compétition. Où je dois quand même croire en moi, il y a un concours, faut être classé, faut tout donner et tout, mais t'as beaucoup de mal. Enfin, t'es plus à côté de tes parents, t'as plus tes repères, t'essayes de les reconstruire dans une énorme ville. Paris, c'est très très grand. Tu changes toutes tes habitudes. Enfin, j'ai jamais pris les transports au Maroc. Donc t'es désorientée. Mais peut-être rarement, quoi. Et du coup, il y a un truc qui va se passer aussi dans ta vie, c'est que tu vas te lancer un premier défi. Yes. C'est lequel? Le Toubkal. Le Toubkal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus haut sommet d'Afrique du Nord, c'est ça? C'est ça, exactement. Comment est-ce que ça arrive dans ta tête, ça? C'était vraiment, ça partait de là. Faut qu'on fasse un truc qui va nous redonner, espoir, nous refaire vivre, etc. Et quoi de mieux que se connecter avec la nature. On a été confinés chez nous entre 4 murs pendant des mois. Et fin première, on se dit, ok, on a un sommet, on a des montagnes au Maroc, on va aller faire de l'alpinisme, on a une belle prépa derrière nous, etc. Ça va déjà nous motiver pour refaire du sport, se remettre en activité et tout. Et deuxièmement, du coup, ça va peut-être nous redonner cette lumière qu'on avait avant, devenir plus humain ou autre. Enfin, retrouver ce petit truc. Il n'y a pas de terme en vrai, mais c'est un sentiment qu'on ressentait tous. Via le Toubkal, j'ai quel âge au Toubkal? 16-17 ans. Ah ouais. J'y vais avec un groupe, du coup, de différents âges. En vrai, on était beaucoup de 16-17 ans, mais il y avait mon meilleur ami qui a 1 an de plus que moi. Enfin, on est plusieurs. Et on va avec nos 2 coachs. On va au Toubkal. Le Toubkal, faut savoir que c'est à côté d'un petit village à Imlil. C'est à genre une centaine de kilomètres de Marrakech. Et on y va, mais pas que pour faire le Toubkal. C'est le but, c'est le défi. Il y a pas de souci. On va essayer d'y arriver, pas de problème. Mais il y avait on essaie tout le temps d'accompagner nos projets sportifs par un projet humanitaire. Du coup, juste entre nous, le petit groupe, on n'a pas vraiment fait de grande collecte. Ok, ramène tes affaires de sport. Qu'est-ce que t'as? T'as des livres, t'as des jouets. Ouais, je suis prêt à mettre tant d'argent. Enfin, moi, je sais que je vide la moitié de mes placards et tout. Truc que je mets pas. Et enfin, je les calcule même pas, quoi. Chez mes parents, ma petite sœur, mon petit frère, mes cousins, tout, on prend tout. Et on les amène dans un village là-bas, etc. Pour les enfants. Pour les enfants. Et je pense que, la preuve, j'ai plein de photos et tout, mais je suis celle qui parle un peu le mieux arabe. Et ils parlent qu'arabe, ou du coup amazigh. Et c'est berbère, du coup. Du coup, on fait la distribution. Il y a vraiment ce sentiment de partage et tout. On va pas juste poser ça et laisser quelqu'un d'autre le faire à notre place. Pas du tout. Enfin, nous, on cherche ce contact et tout. Et je me rappelle, ils rentrent. On était dans une sorte de terrasse, dans une maison et tout, dans un village. Et c'était la maison la mieux construite, en vrai. Du coup, c'est pour ça qu'on était là-bas. Et du coup, il y a tous les enfants qui rentrent un par un. Et là, c'est bon, les larmes montent. Et je commence à pleurer. Et tu vois, mon coach me dit, pleure pas maintenant. Et tout. Et c'était incroyable. Enfin, juste distribuer, je lui distribuais du t-shirt que je mettais même plus, je les calculais même pas, ou des paires de pompes que je disais à ma mère, ah non, ça j'aime pas, ou autre. Et pour eux, c'est incroyable. Pour eux, c'est un truc de malade. Enfin, juste d'avoir ce petit truc. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Mon discours, je pleurais pendant que je le faisais, et les petits comprenaient pas pourquoi. J'étais en mode, ouais, j'arrive pas et tout. Et c'était beau. Et tu dis, ok,
je fais ça pour ça. Juste le petit sourire qu'il a, ça vaut mais tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Donc il y a donc ça c'est génial parce que vous couplez du coup une mission humanitaire presque à ce sommet. Donc vous distribuez ça aux jeunes. Vous partez du coup pour l'ascension directe. Exactement, le lendemain matin. Alors l'ascension du Toubkal, elle se fait en 2 jours. On a un peu, je sais plus combien de kilomètres, mais on arrive à la première, à l'auberge. À 3000 et quelques, 2800 et quelques. Et bah, du coup, on arrive là-bas, on essaie de s'acclimater parce que la montagne ou l'alpinisme, c'est que de l'acclimatation. Faut savoir que plus tu montes en altitude, plus tu perds en oxygène. Un chemin, beaucoup de dénivelé, beaucoup de D+, en très peu de kilomètres. Je sais pas, je pense que c'était une 12aine de kilomètres, mais genre t'avais 2000 mètres de dénivelé, quoi, tu vois. Il fait chaud. Il fait très chaud. On l'a fait en juillet. Il fait très très chaud. Tu manges beaucoup parce qu'il faut nourrir ton corps. Et tout, c'est le carburant. Faut énormément manger quand on fait de la montagne et tout. Tu peux pas ne pas manger. Il y avait quelques personnes qui avaient un peu le mal des montagnes. Toi, t'as pas eu ça? Pas de mal des montagnes du tout sur le Toubkal. Vraiment très à l'aise et tout. Et je me rappelle, il nous fait un petit discours parce qu'en fait, on était un groupe de 10 ou autre, je sais pas, 10 ou 12 et on monte pas tous. Enfin, le guide nous a fait un petit test et il choisissait les personnes parce que forcément, le plus important, la montagne sera là, mais faut pas se mettre en danger. Tu vois, où il estimait qu'elles étaient pas capables de monter plus haut. Bon, il s'est concerté avec mes coachs et tout, qui nous connaissent eux sur un plan mental ou un plan plus personnel. Et voilà. Et après, tu dors. Tu te réveilles à 2h du matin et tu commences à 3h, 4h du matin pour arriver au sommet, du coup, à 4167 mètres, au lever du soleil. Donc, t'y arrives? T'as réussi On y arrive. Ok. Voilà. Tu plantes le drapeau marocain ou pas là-haut? On prend des photos avec le drapeau marocain, mais on le plante pas. Comment tu te sens quand t'arrives au sommet de j'ai pas les mots. J'arrive pas à les trouver au moment où je suis en haut. Juste un énorme sentiment de fierté. C'est le premier très très fier de ce que je viens de faire. Mais directement, il y a une autre voix dans ma tête qui me dit « Ah, mais c'était dur. » Tu vois, c'était dur. Il y a des moments où, tu vois, quand t'es sur la crête, qu'il y a le vide des 2 côtés, tu te dis « Qu'est-ce que je fais là, quoi ?» Et t'as des moments où t'as eu très très froid, où t'as dit « Mais j'arrête, enfin, ça sert à quoi et tout ?» Mais où t'as eu, enfin, il y a tellement... c'est un bruit sourd en montagne. C'est tellement du vide que les voix dans ton cerveau, elles prennent toute la place. Ah ouais. Ouais. Et du coup, tu penses à tellement de choses que je saurais même pas te dire à quoi je pense réellement. Juste, il y a tellement d'idées qui s'entrechoquent et tout. Et de me dire, ok, enfin, je suis capable. Et quand je suis redescendue, c'est vraiment quand je suis redescendue complètement et tout, après cette euphorie où t'es super content d'être en haut, mais en fait, t'as juste envie de redescendre parce que t'as trop froid. Ouais. Et quand tu redescends, là, je me dis, ah ouais, je suis capable quand même de pousser mon corps, tu vois, physiquement déjà qui me suivent, mais mentalement, je suis allée chercher loin. J'ai jamais cherché aussi loin. Je suis allée chercher loin et j'y suis arrivée. Et quand t'étais là-haut, tu croises d'autres gens? Ouais, on croise plein d'autres gens. Je croise des Espagnols, on croise un couple et tout, mais un couple à qui je parle pas. En fait, parce qu'en fait, eux, ils arrivent au sommet pendant que nous, on redescend du sommet sur la crête et tout. Et j'ai descendu le Toubkal en courant avec un de mes coachs. Parce qu'en fait, le fait d'attendre, j'arrivais plus. Ouais, ok. Tu vois. Et du coup, je me sentais bien. Je vois les 2 premiers pas, je suis bien et tout. Et du coup, il se retourne. Il me dit, tu te sens Je dis, ouais, allez, on y va. Et du coup, on court jusqu'à l'auberge. On était 3 à courir jusqu'à l'auberge, etc. Et je parle à ce couple à l'auberge. Enfin, on déjeune, on se repose. Je me rappelle, j'ai une photo dans le site. Je dors sur un rocher. 1er degré dehors. Genre, je dors sur un rocher dehors. Tellement dehors. T'es morte, quoi. Morte. Je te jure, je suis pieds nus. Genre, j'ai même pas de chaussettes et tout. J'ai juste mon sweat, ma capuche, ma casquette, et je dors sur un rocher. Et du coup, je parle à ce couple, il me dit, mais excuse-moi, c'est toi, la fille qui est en train de courir d'en haut et tout? Je leur dis, ouais, je pense que c'est moi et tout. Il me dit, mais t'es une gazelle et tout. C'était super drôle. Moi, j'étais en four et j'étais, mais non, tranquille. C'était bien, c'était trop bien. Et oui, t'as beaucoup de partage, que ça soit même les guides. Les guides, ils ont une histoire, rien à dire. Enfin, ces personnes peuvent t'apprendre la vie, carrément. Genre, Et du coup, est-ce que, une fois que t'es redescendu, tu captes que t'as fait un truc à un âge très jeune que pas tout le monde ne fait, ou tu t'en rends pas compte? Non. Je pense au jour d'aujourd'hui, je m'en rends pas compte. Ouais. C'est quand on me dit, ah, incroyable et tout, mais même ça, j'arrive pas à Enfin, j'ai beaucoup de mal à accepter... Enfin, pour moi, c'est normal. Je sais pas comment t'expliquer. Ok, c'est jeune. Après, je suis de nature impatiente. C'est un truc que j'essaye beaucoup de travailler, mais je suis de nature impatiente. Mais pour moi, c'est la normalité. Mais oui, mon coach, il dit, rendez-vous compte que vous êtes pas comme les autres, quoi. Vous venez de faire un truc à 16, 17 ans, pour certains 15, et c'est dingue, quoi. C'est pas tout le monde qui le fait. Mais je me rends pas compte de beaucoup de choses. Mes copines me le disent. Elles me disent, ouais, t'as un petit déni. Je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur, mais je me sens pas légitime de dire que c'est incroyable ou autre.
C'est pas par humilité ou autre, mais Pour toi, c'est logique, en fait. C'est peut-être ton chemin qui... je sais pas si c'est logique, mais dans ma tête, enfin, ça, c'est pas en mode, ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc, le Toubkal, c'est fait, validé, C'est fait, coché. sympa. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête une fois que tu rentres? Beaucoup de confiance en moi. Donc, tu refais le plein. Ouais, je refais le plein. La montagne, enfin, ça m'a refait le plein et tout. Moi, je suis un peu sur un piédestal, sans te mentir. Ok. Ma confiance n'a jamais été aussi haut qu'après le Toubkal. Et est-ce que tu te fixes à partir de là un autre objectif? Je me rappelle avec mon meilleur ami, on demande au guide, c'est quoi le sommet le plus haut d'Afrique? Et tout, genre un concert et tout. Il me dit, Kilimandjaro. Ça coûte combien? Ouais, vers les 3000 €. Ça dépend combien vous partez et tout. Je regarde Ahmed, qui est mon meilleur ami, je dis, le prochain c'est le Kili. Il me dit, t'inquiète pas, le prochain c'est le Kili. Tu commences une grosse prépa physique ou pas forcément? Parce que ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Ouais. C'est, il y a eu plein de choses ces dernières années, notamment le documentaire d'Inox qui a Ouais. beaucoup bousculé les choses. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il faut une prépa de ouf. dingo pour aller faire ça. Est-ce que, selon toi, c'est vrai? Oui, si tu fais une prépa, une grosse prépa physique, si de base tu n'es pas sportif et tout, Ouais. une prépa s'impose. Faut que tu t'y mettes. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours dit, être dans la difficulté c'est quelque chose, mais subir c'est autre chose. Ouais, complètement. Du coup, moi je me suis dit, ok, le Kili, je veux pas subir. Ça va être dur, y a pas de souci, mais je veux pas subir. Et du coup, ouais, sportivement cette année, je pense que j'étais très très bien physiquement et tout. C'était 2-3 runs par semaine. Les mois avant, je pense 2-3 mois avant, enfin, j'ai un haut du corps super faible. Du coup, je me suis dit, allez, va à la salle, parce que le sac, il va pas se porter seul. De la natation de temps en temps, mais rien d'extra, quoi. Enfin, je suis pas partie en montagne avant ou dans les Alpes ou autre pour préparer le Kili. Non, genre, je devais juste rester vraiment bien physiquement. Ok. Tu vois, genre à mon plus haut niveau, que mon cardio il soit au max, parce que au Kili, l'oxygène c'est autre chose, quoi. Ouais. C'est pas le Toubkal. Et t'annonces à tes parents? Je négocie avec mes parents. J'annonce pas. Bah, je ouais. négocie. C'est très très dur. Hein. C'est pas question de préjugés, mais j'ai des parents arabes, quoi. Envoyer sa fille à l'étranger, toute seule, vivre toute seule et tout, c'est un peu dur. Je le conçois pour eux et tout, y a pas de souci. Mais envoyer sa fille de 20 ans seule en Tanzanie, Bah oui. c'est autre chose. Mais bien sûr. C'est complètement autre chose. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde plein de vidéos YouTube. Mais plein, je connais le Kili au bout des doigts. Mais je te dis, je connais toutes les routes et tout. J'ai envoyé des milliers de DM et tout. Et je pose ma mère, un jour. Je dis, maman, je veux faire le Kili. Elle me dit, tu fais ce que tu veux. Elle me prend même pas au sérieux. Elle me dit, si tu le veux, mais paye-le toi-même et tout. C'est comme 3000 €, t'as 20 ans, tu dis, ok, faut que je taffe, y a le loyer et tout. Je me mets dans le dur pour avoir ces 3000 €. Je me dis, je veux le faire à 20 ans, c'est comme ça. C'est même pas par rapport à être une des plus jeunes et tout, j'avais même pas regardé, c'était juste, ok, c'est mon rêve, je veux le faire, j'en parle depuis 3 ans, faut que je check le truc. Et c'était un peu égoïste le Kili, si je peux me permettre, c'était vraiment pour reprendre confiance en moi. J'avais besoin de ce sommet. Tu vois, genre, je réussissais pas à reprendre confiance en moi, je reconnaissais pas, même mes parents me disaient, on reconnaît pas la Yasmine qu'on connaît d'habitude et tout, et j'étais en mode, j'ai besoin de ce sommet. Et tu penses que c'était dû à quoi Tout ce qui s'est passé au niveau des études. Ouais. Cet effet de compétition, où on va te juger juste sur tes capacités intellectuelles et pas forcément la personne que tu es et tout. J'ai eu beaucoup de mal. Donc tu continues ta négo, tu regardes des vidéos YouTube. Ouais. J'arrive à rallier papa. Ok. Papa super chaud et tout, y a pas de Plus souci. facile à convaincre que maman. Que maman. Ok. Ouais, parce que maman, c'est une grande maman poule. Ouais. Elle a peur de tout. Ton père, il te dit quoi quand tu lui dis ça? Il dit fonce. Vas-y, ça va être une super expérience. Génial. Il me dit vas-y, c'est une super expérience, mais ils m'ont mis la condition de on te le paye pas. Ouais, bah bien sûr. Y a pas de problème. Et il le prend bien. Il me dit vas-y, très belle expérience, mais c'est quand tu le fais et tout. Ok, est-ce que t'as un guide? Il essaye un peu de voir toutes ces infos pour savoir qu'on est vraiment en sécurité. Bah, oui. Sachant que ce projet, moi, je l'organise de A à Z. Il faut savoir qu'au début, on était 5. Je partais avec un groupe de 5 potes. Et plus les mois avancent, et plus un par un, ils me lâchent. Par rapport à des trucs perso, autres, je leur veux pas du tout, hein. Mais c'est très dur de voir que tes potes te lâchent un par un. Je dis, mais on va être 2. Est-ce que je vais me retrouver seule en Tanzanie? Je vais faire 24 heures de vol. J'ai jamais fait plus de 3 heures de vol. Mais de tout. ouf. Il y a plein de questions et tout. Il y a aussi le fait que tu promets, faut savoir que les guides, moi j'ai choisi vraiment une agence locale. Il y a beaucoup d'agences internationales qui utilisent les guides et qui les payent pas forcément à leur valeur. Moi, je dis, ça fait pas partie de mes valeurs. Si je vais pour ça, je fais le truc correct de A à Z. Et je choisis une agence locale. On est leur premier client. Ah, génial. Ouais, c'est super mignon et tout. C'est des personnes qui ont des familles et c'est un peu leur seul gain. Ok. Je dis pas, enfin, vraiment, c'est le Kili.
Et Ouais, c'est grâce à cette montée qu'ils peuvent manger, quoi. Exactement, c'est ça. Enfin, juste sans te mentir, quand j'ai donné des chips à la fin, parce qu'il y a des chips à donner, ils ont jamais été aussi heureux de leur vie. Le mec, il court au marché pour aller acheter à manger à sa famille. Et ça, on s'en rend pas compte dans nos petits cocons. Moi, je fais le kili, tu vois, et je pense que c'est une des choses qui m'a beaucoup frappée aussi. Et voilà, et j'organise de A à Z. Et c'est là où je dis à ma mère, maman, je risque de pas te parler pendant une semaine. À cause du fait que tu débranches ouais, t'es pas joignable, quoi. Je serai à la montagne, quoi. Tu vois. Ma mère, faut savoir. Je lui parle 3 fois par jour, minimum, en appel vidéo. Elle avait commencé à l'accepter, mais moi, je sentais qu'elle n'était pas tranquille. La preuve, la dernière nuit, la dernière ascension, elle appelle mon guide. Tellement elle était stressée, la Mon pauvre. téléphone était plus là, quoi. Genre, je suis à 5000 mètres d'altitude, qu'est-ce que tu veux que je capte? Et elle appelle mon guide. Mais genre... Une maman, quoi. Et le guide, il me dit, il y a ta maman, je pense, qui te parle au téléphone. Trop mignon. Voilà. Ok, donc t'arrives quand même à la convaincre, au final. Et vous partez pour l'ascension avec Ahmed. Ouais. Du coup, vous êtes que 2. On est que 2. Et 9 porteurs. Ok, c'est énorme, 9 porteurs pour 2 personnes. Ils partent tout le campement, il y a un cuisinier, il y a un gars qui te fait tes tentes, il y a un gars qui te réveille, qui te sert à manger, etc. C'est lourd à porter un campement, hein. Genre, c'est pas rien. Vous commencez la montée. C'est ça. Est-ce que, avant même d'aller un peu plus loin, tu te dis, il peut m'arriver un truc de ouf. Je peux mourir. Pas maintenant. C'est pas au début. Juste, dans ma tête, c'était, je peux, là, genre, laisser une jambe là-bas, j'arriverai en haut. Et c'est un sentiment trop bizarre. Parce que c'est, toutes les personnes à qui j'ai parlé, qui ont fait le kili, c'est vraiment, on a tous ce sentiment. Je peux laisser ma vie là-bas, je m'en fous, je serai en haut. Toi, ton objectif, c'était qu'il fallait... que j'arrive, je m'en fous en combien de jours, même si j'avais choisi, les petits défis, on l'a fait en 6 jours au lieu de 7, sur la Machamé. Et, non, c'était, quoi que ce soit. Mais que j'y arrive à midi, à 13h, à 14h, je vais y arriver. Donc, tu t'imaginais même pas arrêter en cours de route? Pas au début. Ok, donc ça part, tu commences, t'es à l'aise, etc. Tranquille, tout va bien. On y va, bonne ambiance, on chante, trop stylé. Tout se passe bien. Trop hâte, je commence à vlogger. Non, j'étais au max. Ok. Quand est-ce qu'il arrive le premier obstacle sur ta route? Quand Ahmed commence à se sentir mal. Et là, vous êtes à, selon tes souvenirs, combien de mètres d'altitude? 3000 mètres d'altitude. Déjà, donc vous avez fait un gros morceau déjà. Ouais, mais on était en full confiance. Parce qu'en fait, on doublait tout le monde. On partait genre 1 heure après les autres et on les doublait en 20 minutes. Lui, il commence à se sentir pas bien. Comment il te le dit? Ouais, j'ai super mal à la tête. Je me sens pas très bien. Je pense que je vais aller faire une petite sieste. Alors qu'on était en train de rigoler, s'amuser et tout. Je me dis, comment ça? Le mec, il a switché. Faut savoir qu'Ahmed, c'est un très grand sportif. Il fait du football à haut niveau, etc. Du coup, ouais, son niveau physique, sportif est élevé par rapport au mien. C'est normal, il fait ça tous les jours de sa vie et tout. Et quand je vois qu'il se sent mal, en fait, dans ma tête, ma voix me dit, mais quand ça sera ton tour? C'est juste ça qui est dans ma tête, quand ça sera ton tour. Est-ce que tu veux vraiment le faire seul? Imagine Ahmed, il lui arrive quoi que ce soit, il doit t'abandonner. Est-ce que t'en es capable toute seule? C'est vraiment que ça. Et je pose des milliers de questions à Ahmed. Tu te sens bien? Ça va? T'es sûr, hein? Tu mens pas, hein? Tu mens pas. On a dit la santé avant tout et tout. Et moi, j'ai sa maman qui m'envoie des messages. Est-ce que Ahmed va bien et tout? Je me dis, waouh, dans quel bourbier je suis s'il lui arrive quelque chose. Et lui, il te dit, par contre, allez, c'est bon, continue, je vais... Il m'a dit, il y a son mental. T'inquiète. Au mental, on a dit quoi? On a fait plus dur. On va le faire. On a dit qu'on allait le faire. On va le faire. Il faut savoir que c'était le 3e jour. Donc, quand on était à 3000. Et on montait à 4600, à savoir le plus haut qu'on ait jamais monté tous les deux. Il a le mal des montagnes, il est en plein dedans. Ah ouais. Et le mal des montagnes, c'est hasardeux. Et on en parlait. On s'est dit, c'est Ahmed, faut accepter que peut-être on a le mal des montagnes et tout. Du coup, nous, on n'a pas pris de médicaments avant, parce qu'il y en a qui prennent le médoc avant pour pas avoir de mal des montagnes, et même ils peuvent l'avoir, tu vois, c'est super hasardeux. Nous, on s'est dit, on prend le parti pris, on le prend pas, et s'il y a le mal des montagnes, on assume. Et le mal des montagnes, justement, ça se caractérise par des vertiges? Alors, beaucoup de maux de tête. Où t'as l'impression que c'est des migraines, où t'as l'impression que ta tête va exploser, mais genre fort, tu vois, t'as envie de la taper contre un mur. Genre, des vomissements, des hallucinations. Plus tu montes en altitude, plus tu me manques d'oxygène. Enfin, c'est l'oxygène qui arrive pas à ton cerveau et du coup, ça peut créer des œdèmes. Quand t'es en trop grande altitude. Ouais, c'est... dangereux, quoi. Je dis tout très dangereux. La montagne, c'est que de l'acclimatation. Donc là, vous êtes à peu près 4000 et quelques mètres. Alors, on fait 4006 et on déjeune à 4006. On déjeune à 4000, c'est à Lava Tower. Et en fait, c'est là où 2 chemins se rencontrent et c'est là où on devient beaucoup. Et en fait, on peut pas dormir à 4006, il faut redescendre à 4002. Et il y a un truc qui s'appelle nous on l'appelle le mur des bisous. Parce qu'en fait, c'est un mur où pour le passer, il y a du vide. En fait, c'est 450 mètres. Et c'est que du vide, t'es pas attaché. Et pour passer le mur, tu dois être tellement collé au mur que tu lui fais un bisou, quoi. C'est le rituel. Mais t'es pas attaché. T'es pas attaché. T'as tu peux rien. pas être attaché parce que si tu tombes, l'autre il tombe, c'est un effet de cascade.
Donc t'as rien. T'as rien. Il y a le guide qui dit « Follow my steps ». Le pire, c'est que le mur, tu le vois. Hein. T'arrives au camp, il est 16h. Et tu le vois comme ça, le mur. Moi, je sais que je suis restée posée 3 heures à le regarder comme ça, ce mur. Et tu disais quoi? Il est immontable. Ouais. Il est immontable. Comment tu veux que j'arrive en haut? Ouais. Il y a pas de route, je la vois pas, la route. Ouais. Et est-ce que quand tu regardes ce mur, tu te dis, en vrai, il y a moyen que je crève? Pendant le mur, oui. Ouais. Pas avant. Donc t'es sur le mur comme ça, accroché. Et t'es en mode, un faux pas et c'est fini pour moi. Je sais pas, parce qu'en fait, à un moment, genre, tu montes et tu vois la pierre qui fait tout, genre. Tu te dis, frérot, qu'est-ce que je fous là? Ah ouais, Je regarde Ahmed comme ça. Je suis en mode, Ahmed, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais tu gardes le sourire. Enfin, à un moment, on s'est arrêté, on a dit, ouais, on était au-dessus des nuages. Et trop beau et tout. Enfin, je sais pas, on est dans un déni, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, parce que en même temps, t'es face au truc, tu te dis, bah, vas-y, on y va. Et je remercie tous les jours mes guides d'avoir décidé de monter ce mur à 5h du matin. On était les premiers sur le mur. Ouais. Tu vois. Mais ça, par contre, t'as un peu cette pression de, faut pas créer des embouteillages derrière. Ouais. Il y a des porteurs. Ils portent des choses très très lourdes. Tu vois. C'est des kilos et des kilos. Enfin, par contre, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, faut pas rester non plus 400 ans sur le mur, parce qu'il y a des porteurs derrière. Ouais. Et c'est bien de le dire comme ça, parce que souvent, les gens disent, ouais, il y a d'autres grimpeurs derrière. Ah non. Ouais, mais en fait, les porteurs aussi. Moi, sans te mentir, je pense pas aux grimpeurs. Ouais. Je pense aux porteurs. C'est les personnes qui mettent leur vie en danger pour nous. Moi, c'est porteur ou rien d'autre. Enfin, je sais que je serais incapable de porter ce qu'ils font. Je vois des gars qui ont mon âge ou plus jeunes que moi qui font ça et genre, moi, ça me fend le cœur. Ouais. Tu vois, je me dis impossible. Tu penses à quoi quand t'es en train de monter? Il y a des choses qui te viennent en tête? Je pense beaucoup à ma famille. Je pense beaucoup à tout ce que j'ai fait pour arriver là. Tu vois, genre, je sais pas, moi, je taffais samedi, dimanche, tu vois, pour avoir l'argent, pour être là, tu vois, et c'est un rêve qui se réalise. Genre, quand j'étais dans l'avion, j'étais en mode, j'y vais vraiment, quoi. Je me le suis payé moi-même. C'est le premier truc que je me paye moi-même, tu vois. J'ai mis de côté, ou, c'était un gros truc pour moi. Donc vous vous réveillez. Donc là, Ahmed, il se pose un petit peu. Vous êtes au camp. Il est très très mal au base camp. Genre c'est là où il commence à prendre le médoc pour le mal des montagnes. Enfin, il vomit, il a tous les effets, les effets du mal des montagnes. Horrible. Et pendant que Ahmed se repose et tout dans la tente, il y a le guide qui me prend à part et qui me dit Yas, faut que tu te mettes dans la tête ou que tu commences à accepter qu'il y a un monde, c'est très probable que tu le fasses seul. Moi j'autorise pas Ahmed à monter. Okay. Il me dit ça. C'est pas, il y a un hélicoptère qui vient récupérer quelqu'un et tout, parce qu'il est dans un mal et qui fait un gros malaise et tout. Je suis en mode, waouh, dans quoi je suis? Tu vois, genre, enfin, je savais pas que ça allait être aussi dramatique que ça, avec l'hélico, le gars qui me dit, tu vas le faire seul, je suis en mode. En plus, c'est un signe qui arrive au mauvais moment, genre. Je suis en mode, mais où je suis? Et tout. Et dans ma tête, je vois Ahmed et je lui fais le discours de, Ahmed, ta vie c'est plus important que tout, et tout, moi je m'en fous, je le fais seul, y a pas de problème, et tout, c'est ta vie le plus important, je peux pas te mettre en danger, enfin plein de choses. Et Ahmed qui me dit, Yas, tu peux me laisser dormir? Comme ça. Je dis, ok, si tu veux. Ouais, il était déter à reprendre des forces, lui. Ouais, si moi je suis une tête de mule, lui c'est 4 fois plus. Ouais, ok. Et voilà. Donc, vous vous réveillez à 23h. 23h. Ouais, on commence à minuit. Ok, pour être du coup au sommet. À 6h du matin. 6h du... Ouais, donc 7 heures, plus de 7 heures de... 7 heures d'ascension. Ok. 6h30 d'ascension, un truc genre. Est-ce que quand tu te réveilles, t'as le stress qui monte? J'ai beaucoup d'adrénaline, pas de stress. Mais j'ai aussi cette petite voix, quelquefois, que j'essaye de taire qui me dit, ah, mais si tu te sens pas mal maintenant, tu vas te sentir mal en haut. Ouais, ok. Tu vois? Parce que j'étais bien. Enfin, j'étais en forme. Donc toi, t'es en maxi forme et Ahmed, comment il se sent au réveil? Après coup, parce qu'on en a discuté et tout, il me dit qu'il était dans le mal, mais qu'il m'a dit qu'il se sentait très bien, quoi. Donc le guide le valide, il lui dit, bon, allez, on peut tenter. Enfin, on prend nos constantes tous les jours. Ok. Tout le temps. Mais tu vois, c'est avec le petit truc, là. Ouais. Enfin, je sais pas si c'était super grave. Et il a vu que ça allait. Il s'est dit, ok. Je suis dit, ok. Enfin, on a commencé, en vrai, l'oxygénation Ahmed était à 86. Ok. Et moi, j'étais à... Enfin, ton oxygénation là, maintenant, elle est à 99. Okay. Si elle n'est pas à 100. Tu vois, bon, elle est à 99, 98 et tout. Une fois que ça commence à 90, généralement, on va dire, ah, bizarre et tout. En dessous de 80, on t'hospitalise, tu vois, juste pour te dire en France comment ça se passe. Et Ahmed, 86, bon, ça va, parce que hier, il était un peu à 82, c'était un peu critique. Et moi, top de forme, j'étais à 95, je me sentais trop bien. Donc, vous démarrez. Il fait nuit? Il fait nuit. Il fait très froid. C'était pas habituel. Il a neigé cette période. Moi, j'ai choisi juillet pour pas qu'il neige. Okay. Et il y avait la neige, quoi. Il faisait moins 18. Ah, la vache. Ok. Et jamais, enfin, le max que j'ai eu, c'était moins 2 à Paris, quoi. Et il se passe quoi dans ton esprit quand il fait moins 18, t'es en train de gravir le plus haut sommet d'Afrique, et il fait nuit, t'as quoi dans la tête? Alors, moi, j'aime beaucoup le fait qu'il fasse nuit parce que je vois pas le chemin, je vois pas le bout.
Du coup, j'ai pas vraiment, enfin, je fais totalement confiance au guide. Mais il y a un moment, et je m'en rappellerai toute ma vie, qui m'a énormément marqué. C'est en fait les guides, les porteurs, ils étaient réveillés pour nous alors qu'ils pouvaient très bien dormir. Et on a eu un moment hyper spirituel, tu vois. Enfin, ils sont musulmans, je le suis aussi. Et du coup, on a eu ce moment de partage. Enfin, pour avoir un peu Dieu avec nous. Et c'était à la belle étoile, tu vois les étoiles, c'est un vide. Et tu vois, on est en cercle. Et on a ce moment hyper spirituel. Et je me dis, waouh. Ah ouais. Enfin, je sais que j'avais les larmes aux yeux à ce moment. Voilà, la puissance qu'ils viennent me donner, toute leur énergie que je viens d'avoir et tout, ça va le faire. Donc vous continuez, vous montez. On monte, on marche. Les guides nous disent de beaucoup boire. Il fait moins 18 et en fait ton camelback, qui est ta poche d'eau avec ton tuyau et tout, arrivé à une certaine température et une certaine altitude, ça gèle. Ok. Du coup, ils nous donnaient un petit tip, c'est en fait, à chaque fois que je devais boire de l'eau, je devais relancer de l'eau. Comme ça, le tuyau, il gèle pas. D'accord. Ok. Donc tu ressouffles dedans, quoi. Ouais, c'est ça, je ressouffle dedans, comme ça, le tuyau, il gèle pas. Il me dit, bois le maximum parce que, arrivé à 5000, tu vois, t'auras plus d'eau. Et pour l'instant, je me sens bien. Et je m'en rappellerai toute ma vie, ça m'a fait une claque. Je sais qu'à un moment, ça m'a énervée, j'étais trop aigrie et tout. C'est en fait, moi, je peinais à respirer. Enfin, au-delà de 5000, t'es qu'à 70% d'oxygène, hein. Ouais, c'est pas beaucoup. T'as 50%, pardon, d'oxygène au-delà de 5000. Ok. Et je respire comme ça. J'ai hyper du mal, je fais 10 pas, je dois reprendre ma respiration, 10 pas, je dois reprendre ma respiration. Je fonctionne comme ça, tu vois, pour survivre et tout. Enfin, mes yeux se ferment. Enfin, je sais qu'il y a des fois où je marchais les yeux fermés, genre, je pouvais plus et tout. Et je vois les guides des autres groupes et tout, ils sont en train de chanter. Ah ouais. Et je me dis... Et là, t'as une claque. Ouais. Ça te rend humble d'un coup. Et ton petit sport, tes petits trucs qui valent rien. Et je pense que t'es aussi à ce moment-là peut-être porté par l'énergie autour de toi, qui est de te dire ça me galvanise, faut que j'aille là-haut, quoi. Ouais, y a pas de mots, c'est fou. Tu vois, t'as un noir complet, c'est sombre, il y a beaucoup de vent, tu t'entends pas et tout, et t'entends des petites voix chanter, t'avances, mais tu sais pas vraiment où t'avances parce que tu vois rien, et tu sais juste que tu dois avancer. Tu sais pas où t'avances, mais tu dois avancer. T'as cette force qui te pousse, qui dit t'arrêtes pas. Moi, je sais qu'à un moment, ça commence à devenir très dur pour moi. Enfin, je voulais que dormir. Ouais. Tu vois, c'est plus fort que moi, c'est mon corps qui veut dormir, c'est même pas moi et tout. Et je me parlais. Et genre, le guide, il croyait que j'applaudissais les gens, alors que pas du tout. Genre, juste, je me parlais. Genre, je tapais dans mes mains parce que mes chaufferettes, elles chauffaient plus. J'avais très très froid. Et je me parlais. Allez, Yass. Genre, pendant 4 heures non-stop, hein. Je faisais que me parler. Allez, Yass, tu vas y aller. Tu peux pas ne pas réussir. Regarde, c'est à côté. T'es arrivé jusqu'à là. T'es parti de Paris en Tanzanie. Impossible. Regarde l'argent que t'as mis, tous les dimanches que t'as bossé. Impossible. Et du coup, je me parlais pendant 4 heures. T'es à combien de mètres selon toi ou de distance de... Je suis à 5500. Et en fait, t'as Stella Point, qui est en fait le point juste avant le sommet. Okay. Et on s'arrête à Stella Point à 5700 et quelques. Et pour voir le lever du soleil. Et c'est le plus beau lever du soleil de ma vie. Tu ressens quoi? Une paix énorme. Beaucoup de paix. Avec moi-même. Avec tous les questionnements que je me suis posés là pendant ces 4 heures d'ascension. Mais ok, en fait, nous, on est tout petits. La nature est tellement plus grande que nous et elle sera tellement plus grande que nous. On est tout petits, mais regarde ce qu'on accomplit. Tu vois, c'est ça. Je pense que c'est la première chose que je me dis. Et Ahmed, comment il va? Encore mal. Il y a 30 minutes juste avant d'arriver à Stella Point, on s'était disputé. Ah ouais? Ouais, on s'est vraiment disputé parce que son oxygénation avait baissé d'un coup. Enfin, elle était passée à 64, ce qui est mortel. Et moi, en tant que, je peux pas juste en tant que Camille, même pas en tant que fille en médecine et tout. Enfin, pour moi, c'était tu redescends directement. Je veux même plus te voir à côté. Et on s'était vachement disputé, quoi. Genre, on me dit, se ferme ta gueule, je veux plus t'entendre. Ouais, parce que lui, en fait, il veut monter aussi. Ouais, il veut être en haut. Ouais. Tu vois, pour lui, pour son ego, pour tout ce qu'il a fait pour être là, etc. Et tout, et on s'est grandement disputé. Je pense qu'on s'était pas parlé jusqu'au sommet. Premier degré, moi, j'ai pris. Mais je dis, si tu crèves, c'est pas ma faute, et tout, et je suis partie. Et après, le guide, il me dit, genre, on a eu la force quand même de se disputer à 5700 mètres d'altitude, hein, tu vois. Et il me dit, le guide, mais t'inquiète, c'est bon, si dans 10 minutes, ça remonte pas, c'est moi qui le descends de force, c'est pour ça on est 3 guides et tout, pour vous deux, t'inquiète pas, et tout, et moi, je lui parle plus. Bon, t'as encore un peu d'énergie quand même, comme tu dis, pour t'embrouiller, mais t'es à bout, en fait. Ouais, petite anecdote, on peut pas faire trop de pauses, tu vois. Je peux pas prendre une pause toutes les 30 minutes, parce que sinon on gèle. Faut qu'on espace nos pauses. Enfin, ils nous autorisaient une pause de 3 minutes toutes les 1 heure. Okay. Et du coup, tu pouvais pas t'arrêter. Et je me rappelle, j'avais plus d'eau. Enfin, l'eau était devenue gelée. J'avais un tas de glace dans mon eau. Et ils me donnent du thé. Et en fait, je me rends pas compte qu'ils me donnent du thé. Et mes yeux se ferment. Enfin, je dors, mais je me rends pas compte que je dors. Et c'est un moment où je renverse le thé sur moi. Et c'est là où je me réveille, je me rends compte que je me suis endormie, je sais pas moi, 4 minutes, quoi. Ah ouais. Tu vois, et c'est là où je me rends compte que je suis très fatiguée. Et c'est à partir de ce moment
où je mets les... Moi, je me suis empêchée de prendre mes AirPods tout le long. Je me suis dit non. T'écoutes ce qui se passe autour de toi, t'écoutes les pierres, enfin, t'écoutes les gens, enfin, écoute tout ce qui est autour de toi. Je suis très auditif, moi, comme personne et tout. Et c'est le seul moment où ma meilleure amie, enfin, Abir, elle m'avait fait je sais pas combien de vocaux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écouter ces vocaux. En montant. En montant. Et ça, c'était un boost énorme. Tu m'étonnes. Genre, énorme. En plus, avant, j'avais eu le boost de ma mère qui appelle le guide à 1h du mat. C'était un boost énorme. Donc là, tu traces. Là, je trace. Mais quand je te dis je trace. À partir de Stella Point, c'est comme si j'étais en train de mentir avant. À partir de Stella Point, en fait, t'as Stella Point et il te reste un petit arche et tu vois le sommet. C'est un petit arche enfin, c'est comme une petite crête où t'as le vide des deux côtés, etc. Parce qu'il faut pas oublier que le Kilimandjaro, c'est un volcan. Du coup, c'est autour, du cratère de ce volcan et tout. Et il te reste, je sais pas, moi, le guide, il me dit, peut-être avec votre allure, vous allez le faire en 1 heure et tout. Il y a pas moyen. 30 minutes, c'est tapé. Je regarde Ahmed, je lui dis, tu me suis? Et je me mets devant les guides, même pas, parce qu'en fait, la route, elle est tracée. J'ai pas forcément besoin des guides qui me disent où aller. Il y a plein de monde. Et vu qu'il y a toutes les routes qui se rencontrent, tu vois, même les routes en 4 jours et tout, il y a énormément de monde, tu vois. Et juste je trace. Et je sais que j'arrive avant les guides, quoi. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où t'arrives genre à quelques mini pas de la pointe du sommet? Il se passe quoi dans ta tête? C'est hyper bizarre, mais j'ai tellement un vide dans ma tête et où je revois genre, pas un vide, mais genre, il y a pas de son et je revois toutes les images depuis le début. Tu vois, du sommet, depuis le début. Mais genre depuis que j'ai fait le premier pas et d'un coup je commence à pleurer. Mais genre pleurer sans relâche, genre pleurer sanglots. Mais en sanglots, hein. À pleurer sans m'arrêter. Et je prends mon drapeau, je le mets autour de moi, je veux même pas de photo et tout. Je prends mon drapeau, je le mets autour de moi et je dis comme ça, je suis sur le toit de l'Afrique. Genre mon continent, je suis au plus haut sommet au plus haut point de mon continent. Et je dis un truc, j'ai dit à Ahmed, on est un peu plus proche des étoiles. Ouais, c'est beau. On est un peu plus proche des étoiles. Et donc voilà. Lui, il te rejoint à ce moment-là. Il me rejoint, gros câlin. Il commence à pleurer. Je pense plus pas qu'il il va, mais non, plus de guerre. Il y avait plus de guerre depuis longtemps. Mais genre, je pense pas qu'il va assumer que je dis ça, mais il a pleuré. Il a pleuré quand il arrive au sommet. Il pleure. Et, t'es tellement content d'être là. Et je sais qu'il m'a répété en boucle, on l'a fait, et on est au sommet et tout. Parce qu'on réalise pas, quoi. Genre, oui. Et tu vois cette pancarte, highest point in Africa et tout. T'es en mode, waouh, genre, 5895 mètres et tout. Et du coup, t'attends ton tour parce qu'il y avait du monde pour faire des photos. Et tu vois, genre, le cratère, il est énorme. Il est tout enneigé. Et il y a que tu vois que du blanc. Ouais. Tout autour de toi. Et on a eu, genre, une journée sans nuages. Ah ouais. C'était sublime. Et je lui dis, putain, c'est un cadeau de Dieu. Mais grave. Tu vois, c'est genre tout est aligné et tout, c'est trop beau. C'est sublime. Je me prends un bon 10 minutes. On pouvait pas rester longtemps par rapport à Ahmed parce qu'on savait pas il était dans quel état de santé et tout. On voulait redescendre le plus vite. Du coup, on est resté 20 minutes. J'en profite pour prendre les photos. Et genre, la question que je me posais tout le temps, genre, c'était mon drapeau. Est-ce qu'il est là, le drapeau? Le drapeau marocain. Est-ce qu'il est là et tout? C'est la seule chose, je vérifie tous les jours s'il y avait mon drapeau. Et du coup, je prends le drapeau. Et dès que je sors le drapeau de mon sac à dos, il y a des, mais t'es marocaine de la part de Marocains. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis genre à 5895 mètres d'altitude. Je retrouve quand même des Marocains. Grave. Quoi. Ils me disent, mais t'as quel âge et tout? Qu'est-ce que tu fais là? Et là, t'as un gros sentiment de fierté. Et c'est les premières personnes qui m'ont dit, t'es la fierté de ce pays. Tu vois? Et genre, ça m'a frappé. Je me suis remise à pleurer. Et voilà, et je prends mes photos inconsciemment avec mon drapeau et tout. Je me dis, et j'ai qu'une chose, je vais envoyer ça à mes parents. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, c'est que mes parents. Je pense qu'à mes parents. Je l'ai fait. Genre, je suis arrivée en haut, je l'ai fait et tout. Et je me répète ça en boucle. Genre, c'est pas comme si j'essayais de me convaincre que j'y étais vraiment. Que c'était réel, quoi. C'était réel. Et est-ce que quand tu plantes ton drapeau, tu vois qu'il y a d'autres drapeaux marocains? Non. Donc t'es la première. Non, je suis pas la première, mais je suis une des plus jeunes. À ce moment-là, je suis la plus jeune. Ok. Marocaine, femme marocaine, pas marocain, mais femme marocaine à l'avoir fait. Donc en vrai, c'est une prouesse de ouf quand même. Mais je m'en rends pas compte à ce moment. Quand tu fais un défi, tu puisses tellement loin qu'il y a ce retour à la réalité où c'est un vide et t'arrives pas à mettre les mots sur tes émotions ou ce que tu ressens vraiment. T'es juste épuisé. Tellement t'es allé chercher loin ou peut-être à la limite que tu pensais, en fait ta limite est beaucoup plus loin et tout. Physiquement, oui, tu vas chercher loin, là, c'est pas la question, tu vois. C'est vraiment mentalement où je suis allée tellement loin où j'étais juste épuisée. Les gens qui font des ascensions, ils décrivent, tu m'en as parlé un peu au début, ils décrivent un silence extrêmement particulier quand ils sont au sommet, presque assourdissant. Tu l'entends le silence ou ça devient bruyant autour de toi? Non, tu l'entends le silence.
C'est un silence. Les gens, ils peuvent parler, mais tu entends un silence. Ouais. Tu sais que moi, j'ai dû revoir les vidéos pour savoir qu'il y avait enfin, même le vent, tu l'entends plus. Ah ouais. Je sais pas comment t'expliquer. C'est le vent, tu l'entends plus. Et en fait, ça te prend. C'est pas un truc qui t'enveloppe. C'est un truc qui te prend. Tu vois. Et c'est un sentiment que je décris. Enfin, c'est que la montagne qui peut te faire ressentir. Ouais. C'est même pas la montagne, c'est qu'un sommet. Mais c'est surtout ce sentiment de fierté. Le drapeau, moi, il signifie beaucoup de choses. C'est ma nation, c'est ma patrie. Et mettre le drapeau en haut, c'est tellement une fierté. Enfin, que j'aurais été la plus jeune ou pas, je m'en fous. Hein. C'est vraiment le drapeau. Ça me perturbe parce que je trouve ça, je te l'ai déjà dit hein, quand on a commencé à discuter ensemble, je trouve ça incroyable, moi, parce qu'à ton âge, donc là, t'as quel âge quand t'arrives au sommet? 20 piges. Moi, perso, à 20 piges, je faisais pas ça. Mais et c'est même pas, tu vois, la notion forcément de comparaison, mais je trouve que aller aussi loin dans le dépassement de soi, aussi jeune, ça ne montre que une grande mentalité d'esprit de se dire j'irai toujours plus loin, peu importe mon âge, peu importe ma condition, tant que physiquement je peux marcher, je me ferai un sommet, j'irai plus loin. T'as un pilotage automatique et il y a une phrase qui me frappe énormément, c'est ton esprit brille dans la difficulté. Et ça, je le comprends totalement. C'est un truc que je comprenais pas forcément, mais c'est vrai que moi, je brille dans la difficulté. Tu vois, et ça, c'est un truc qui t'apprend beaucoup de choses. Tu vois, genre, aujourd'hui, tous mes petits problèmes et tout, je les dédramatise, quoi. Tu vois, c'est pas forcément le truc le plus grave de ma vie ou autre et tout. Mais briller dans la difficulté quand t'es un sportif, c'est ce qui va faire ce petit changement, ce petit clic dans ta tête. Et c'est là où tu pourras passer des paliers. Et au-delà du fait que le sport, c'est l'école de la vie, moi je l'ai toujours dit, et je le pense sincèrement et tout, ça m'accompagne dans ma vie. Ce sommet, c'est genre mon école, à moi. Souvent on dit, quand on arrive en haut d'un sommet ou qu'on fait un défi un peu incroyable, tu plantes ce truc, tu laisses un morceau de toi là-haut. Mais est-ce que t'as laissé autre chose au sommet de cette montagne? Une émotion, un truc désagréable, un bagage en fait dont tu voulais te lester avant de redescendre? J'ai complètement laissé le manque de confiance en moi là-bas. J'ai laissé la Yasmine pas confiante, la Yasmine qui doute, la Yasmine qui pleurait pour un rien, que j'ai moi-même découvert du coup après mon lycée et tout. C'était le renouveau. Enfin, c'est comme si je renouais avec la Yasmine que je connais et que j'apprécie. J'ai laissé l'ancienne Yasmine en haut. Là-haut. Et ça fait du bien de retrouver, tu vois, celle qui n'a peur de rien, qui est au culot, qui va tout le temps au culot, qui croit en elle, qui travaille dur et tout. Enfin, j'ai vraiment... Enfin, c'était, pour moi, ce sommet, c'était un renouveau. Je trouve qu'on parle souvent de l'ascension, mais on parle très peu de la descente. Ouais. Tu vois? L'alpinisme, c'est le seul sport où, quand t'arrives en haut, t'as fait 50% du truc, quoi. Ouais. Tu dois redescendre. Très aigrie la descente pour moi, personne. Vraiment, je peux prôner tout ce que tu veux, mais j'ai été tellement désagréable. Enfin, je n'en pouvais plus. Épuisée, quoi. Je pense que ce sommet, il avait pris tellement toute ma batterie que je voulais juste finir. Et c'est long de descendre. C'était long. Genre, tu montes à 5, je sais, en un jour, du coup, nous, on était à 5895, savoir le sommet, on est redescendu à 1800. Ah ouais. En un jour. J'en pouvais plus. J'étais dans mon monde sur ce coup. Mais Airfad, j'étais bien branchée, j'étais bien devant, genre, mais devant de plusieurs mètres, hein. Genre, et je voulais juste finir. Mais c'est plus facile, la descente? Oui, physiquement, c'est plus facile. Après, t'as cette baisse d'adrénaline. Ouais. Du coup, toutes les douleurs que t'as pas eu avant, tu commences à, forcément, quand t'es dans un défi comme ça, dans la difficulté, faut pas trop s'écouter, faut pas écouter son corps. Tu vois. Si tu veux pouvoir réussir, faut pas t'écouter. Parce que si tu t'écoutes tes faiblesses aussi. Tu vois. Et, sur la descente, enfin, où t'as cette baisse d'adré et t'es plus dans ce monde un peu bizarre, t'es en mode tu t'écoutes, quoi. Ouais, bah oui. Et je me suis beaucoup plaint et je m'en excuse, genre à la fin je m'en suis excusée auprès des guides, je suis désolée les gars, vraiment je me suis plaint comme une fille pourri gâtée et tout, mais genre j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Tu vois, tes genoux, tu les sens plus et c'est que de la pierre, tu vois pas le bout et tu descends tous les climats en un jour, en quelques heures et tout. Je dis waouh, c'est quand que j'arrive, et tu veux juste prendre ta douche, tu veux juste dormir dans un vrai lit, c'est juste, t'es dans l'incompréhension. Et mon collègue qui l'avait fait avant moi, il m'a dit, tu vas voir, tu seras dans une phase, il me dit, c'est bien que tu rentres chez toi juste après le kili, parce que tout le reste n'a pas la même valeur et n'a pas la même saveur. Ouais. Parce que même dans la descente, t'es dans la même bulle que là-haut, un peu, Elle est différente. Elle est moins saine. Parce que c'est ton mental qui reprend la relève quand ton corps, il en peut plus. Donc, t'es redescendu. Vous arrivez au camp de base. Ouais. Il se passe quoi? Vous devez vous réacclimater ou vous redescendez directement? Non, on redescend direct. On redescend jusqu'à 1800 et après on redescend de 1800 à 300. Okay. Et tout, ça super rapidement. On l'a fait une partie en courant, tu vois. Ok. Et où j'ai eu une discussion avec une super femme
qui avait 72 ans et qui venait de faire le Kilimandjaro. Et là, je me suis repris une claque, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas question de, ok, moi je prends plein de choses avec beaucoup d'humilité, etc., mais là encore plus. C'est là où elle m'a remis les pendules à zéro. Elle me dit, ok, tu viens de le faire ton Kili, mais elle a 72 ans, elle l'a fait. On va chercher quoi plus tard? Et c'est ce sentiment un peu bizarre de, tu check un rêve dans ta bucket list et dis, c'est quoi le prochain? Et je dis, un rêve en apporte un autre, et t'essaies de construire l'autre, et t'as plein d'idées, plein de trucs qui fusent, et tu vois cette femme de 72 ans qui vient de passer 10 jours et qui vient d'être au sommet, et elle te remet une claque. Enfin, je dis, ok. Et ce qui est difficile, je trouve, tu parles de ce truc de, tu coches tes rêves dans ta bucket list, t'as presque pas le temps de savourer que tu viens de cocher le premier, en fait. C'est très difficile. Dur. Ouais, très dur de savourer que tu viens de check. Mais moi, j'ai vraiment une bucket list, tu vois, je l'ai checké et tout. Mais, je sais pas, tu sais pas comment l'apprécier, tu sais pas quel temps il faut, enfin, c'est super bizarre. Ouais. Je pense que faudrait le voir d'un autre angle, c'est-à-dire te dire, ok, je viens de cocher le truc. Je sais pas trop si je me rends compte ou pas, mais sur les prochaines années, les prochains mois, ton rêve, tu vas le revivre à travers là ce qu'on fait, à travers quand t'as des souvenirs avec Ahmed ou des discussions et en fait, je trouve que les rêves, c'est des rêves qu'on a accomplis, ils sont à côté de nous, en fait. C'est un peu comme des fantômes, mais gentils. Oui. Et en fait, faut les saluer, c'est cool, parce que c'est très difficile de se dire, allez, ça c'est fait, je passe complètement à autre chose. Parce que si tu fais ça, t'oublies tout ce que t'as fait, tu le mets dans une boîte, tu le fermes à clé, et du coup, ça devient quoi, ce rêve? Ça devient juste un objectif. Un truc que t'as fait, ouais. Tu vois? Donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec nos rêves, cohabiter avec. Utiliser encore ce piédestal de rêve, même si tu l'as réalisé. Exactement. Ouais. Mais c'est dur à faire. Même réaliser que le fait de l'avoir fait, moi, ça m'a pris du temps. Ouais. Je pense au jour d'aujourd'hui, j'y travaille encore. Ouais. Donc, t'as fait cette ascension de dingue. Est-ce que tu reprends l'avion direct après? Direct, c'est-à-dire que je dors, on arrive à l'hôtel, je pense qu'il était 15h, on prenait l'avion à 5h du matin. J'ai pris la douche de ma vie. Ah, mais tu m'étonnes. En plus, j'étais brûlée, genre au second degré au niveau de mon visage et tout. Enfin, j'appelais ma mère. Maman, j'ai perdu mon visage. Je commence à pleurer pour des trucs futiles. Donc tu l'appelles quand t'arrives à l'hôtel, ta mère? Ah non, même pas. Je l'appelle au base camp. J'arrive à la capter pendant que je descends. Elle a capté, maman, je le fais. Et qu'en pleurant. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Faut être contente. Et tout. Elle comprend pas vraiment pourquoi je pleure. Mais en fait, c'était juste mon épuisement, le truc et tout. Enfin, je sais que je peux montrer, par exemple, à travers mes réseaux que c'était une super expérience et que j'ai pas souffert, que j'en ai pas chié, mais pas du tout, tu vois. Donc, c'est dur, tu vois. Physiquement, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Mais, c'est que du bénéfice. Après, c'est que du plus, tu vois. Donc, tu prends la douche de ta vie. La douche de ma vie. Je dors. Je fais ma valise et tout. Je dors. Mon papa envoie des mails aux journalistes. J'envoie aussi. Et je reçois, et il y a une notif, parce que mon téléphone était sur vibreur, qui me réveille à 3h du matin. Et en fait, c'est la réponse d'un journaliste marocain qui me dit, Super Yas, est-ce que c'est un moment pour t'appeler et tout, parce qu'il y a un décalage horaire avec le Maroc. Je pense qu'il était 1h ou minuit au Maroc. Et je prends l'appel. Il me dit, incroyable ce que tu viens de faire, je vais être le premier à mettre l'article, nanana. Moi, je comprends pas, enfin, je dis, ouais, mais, est-ce que vous êtes sûr, vous avez pas besoin de preuves, de photos, de certificats? Enfin, je lui dis, il me dit, non, envoie-moi juste une photo au sommet et tout, ton histoire un peu, et après on discutera d'interview. Ouais. Et voilà. Et du coup, moi, je prends mon avion, en vrai, Je dors, j'arrive à Paris, il y a ma meilleure amie qui vient me récupérer, et je lui dis, je suis épuisée, je veux juste dormir. Je lui dis, je te raconterai tout, mais je veux juste dormir. Et il y a l'article qui sort, à ce moment, et tout. J'arrive chez moi, mon appart. Je prends ma douche et je me pose dans le canapé pour raconter à Bibir et tout. Je commence à lui raconter et en racontant, je m'endors. C'est fort ça. Et je dors premier degré, je pense que j'ai dormi 14h ou 15h. Ah ouais. Et tu te réveilles? Je me réveille. Il se passe quoi? J'allume mon téléphone qui était en mode ne pas déranger et j'ai des milliers de notifications. Mais des milliers de notifications. Et je comprends pas ce qui se passe. Et je vois qu'il n'y a pas eu un article, il y en a eu 2, il y en a eu 3 et tout. Et je comprends pas vraiment ce qui se passe. J'ai des inconnus qui m'envoient t'es la fierté de notre pays et tout. J'ai des membres de ma famille qui m'envoient des messages incroyables, ce que tu as fait, très fier de toi et tout. J'ai des potes de mon lycée, enfin des camarades de mon lycée qui m'envoient des messages. Moi, j'ai juste posté ma vidéo. C'est vrai que j'ai posté ma vidéo pendant mon vol. Avant mon vol, posté ma vidéo, posté mon post avec le drapeau et tout. Et c'est tout. Et de voir ça, de voir les commentaires sous les photos et tout, je comprends pas vraiment. Je réponds pas. J'éteins mon tel. Je fais même pas mes courses, hein. Je commande mes courses. Et je reste chez moi pendant 3 jours. Parce que je comprends pas. Ouais. Enfin, j'ai juste trop de choses. J'y arrive pas. Enfin, je comprends pas pourquoi j'ai ce syndrome de l'imposteur qui me tape, mais à une vitesse énorme. Je comprends pas pourquoi les gens sont fiers de moi.
je réalise pas ce que j'ai fait, plein de choses comme ça. Et j'étais en mode, et là, un jour, il y a une pote à moi qui m'envoie un message qui me dit, Yas, tu peux pas rester enfermée chez toi, j'arrive et tout. Et c'est là où je me dis, mais Yasmine, t'as fait tout ça pour récupérer la Yasmine d'avant et tu retombes dans tes travers? Non, tu vois, ça va pas être possible, tu vois. Et c'est là où je prends mon téléphone, où du coup, je réponds aux messages un par un et tout, je réponds aux commentaires un par un, je réponds aux journalistes qui m'ont renvoyé pour des nouveaux articles, vraiment, et je réponds à des grands de ce monde de l'alpinisme, tu vois, marocain. Et c'est là où ça me frappe un peu, où genre j'ai l'impression, ils m'accueillent à bras ouverts, ils me disent mais c'est fou ce que t'as fait, nanana. Et je suis en mode waouh, c'est dingue. Enfin, j'ai pas fait ça pour ça de base. J'ai fait ça pour moi égoïstement. Ouais. C'est que du bonus en vrai après le reste. C'est que du bonus. C'est que du bonheur. T'es très très fier de représenter ton pays comme ça. Et forcément de rendre fier tes parents. C'est, je pense, une des plus belles choses en tant qu'enfant, quoi. Toi, au quotidien, tu pratiques quoi comme sport ou comme routine? Je cours. Après, j'ai sign up pour des trucs en 2025. Du coup, j'essaie de découvrir de nouvelles choses. Mais la course à pied fait partie de mon quotidien un peu. Et forcément, un défi en rapporte un autre, un rêve en apporte un autre. J'aimerais bien continuer un peu dans ça et voir ce que ça m'apporte, quel palier je peux passer encore. Et voilà, porter le drapeau marocain un peu plus haut, un peu plus loin. Et t'as identifié où t'allais aller? Je pense que c'est... j'ai pris du temps, tu vois, parce que c'est une question qu'on me posait beaucoup, de revenir avec beaucoup d'humilité sur le Kili et sur ce que ça m'a apporté. Ouais, j'ai identifié des sommets que je veux faire. Dans tous les cas, je resterai sur les sommets les plus hauts des continents. Mais du coup, la question qu'on pose, l'Everest. Et pour l'instant, l'Everest fait pas partie de... L'expérience de l'Everest ne fait pas partie de mes valeurs. Du coup, pour moi, ça serait super hypocrite de le faire. Pourquoi ça fait pas partie de tes valeurs? C'est des valeurs, enfin, moi, je suis là pour le partage. Je suis pas là pour mettre en danger les autres pour mes accomplissements personnels. Ok. Tu vois. Je vais pas aller utiliser des gens, certes, ils sont payés, ces personnes, etc., mais je suis pas, j'accepte le danger, mais je vais pas m'y mettre volontairement. Je sais pas comment t'expliquer. Je connais un peu la limite de la mort, le truc et tout. C'est ce que je dis à mes parents pour les convaincre de faire ces choses. Genre, je vais pas me mettre en danger inutilement, tu vois. Je m'estime pas alpiniste, hein. Bien au contraire, hein. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup les défis. Peut-être demain, je vais dire, ouais, non, je veux plus faire de sommet, je vais faire autre chose, je vais traverser le Sahara ou je sais pas quoi. C'est bien de le dire. Tu vois. C'est pas, je suis pas alpiniste, je suis pas une pro, j'en ferai jamais mon métier et tout. J'essaie juste d'apprendre des choses sur moi, d'apprendre des choses sur la vie et d'inspirer la nouvelle génération. Tu parles de la nouvelle génération. Tu parlais en intro aussi de la nouvelle génération. Et tu disais que tu avais un peu envie aussi de porter cette voix et de changer un peu la vision que les anciennes générations, la mienne aussi, peuvent avoir. Moi, en vrai, je m'excuse aussi au nom de nos générations parce que je trouve qu'on a tendance à vous voir un peu trop comme nos petits. Ouais. À vous voir un peu comme ceux qui ont tout à apprendre, alors que déjà on vous laisse un monde de merde. Déjà ma génération, on est dans un entre-deux un peu dégueulasse où on subit ce qui s'est passé, on a voilà les conséquences qui tapent sur nous, etc. On est un peu la génération sacrifiée. Vous, c'est encore pire. Est-ce qu'il y a un truc qui t'agace par rapport aux anciennes générations qui tapent un peu sur vous en disant que vous, il y a que TikTok, vous êtes des gens paresseux? Ouais, forcément, me voir dire, ma famille, en vrai, en premier, où j'ai fait beaucoup de travail avec eux sur ça et tout, de dire que, ah, mais, tu connais rien, toi, qu'est-ce que tu connais de la vie et tout, t'as encore rien vu, on verra plus tard et tout, moi, ça m'énerve quand on me dit ça, tu vois, genre, y a pas d'âge pour apprendre la vie, il y en a qui ont dû l'apprendre tôt, par obligation, comme il y en a d'autres qui veulent l'apprendre, ça veut rien dire. On est une nouvelle génération qui a une belle voix, tu vois, genre, on est pas les premiers, mais on est solidaire, on va foncer, on va dire les choses à voix haute, on a un peu plus de culot que les autres générations, etc. Il suffit juste de croire un peu en nous, de nous conseiller, de nous donner du temps, juste de nous écouter. Et vous verrez qu'on n'est pas une génération vide, pas du tout, on est une génération avec des rêves, avec des ambitions, avec beaucoup de valeurs et qu'on veut faire de belles choses. Et je l'ai toujours dit, demain on va me dire qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et tout, je vais dire, je vais juste marquer mon histoire à ma petite échelle. Je pense que si vous parlez à d'autres personnes de ma génération, je pense que vous serez épatés de la même façon. Je dis vous parce que il y a les auditeurs et tout, mais juste écoutez-nous et croyez en nous. Et si vous nous donnez juste les outils, on sera capable de belles choses et je pense que vous en serez fiers. J'ai un de mes frères, la dernière fois on a discuté, il me dit tu sais Nens, moi je dis souvent que la nouvelle génération, ils vont changer le monde. Il m'a dit ça. Et j'y crois à fond.
Je suis vraiment persuadée que c'est possible, mais la vérité, c'est que une de mes plus grandes peurs, c'est que vous n'y arriviez pas. Qu'on n'ait pas le temps pour. Ouais. Est-ce que toi, t'as peur de ça? Pas le temps, ne pas avoir le temps, ouais. Moi, je suis une fille qui a beaucoup peur du temps. C'est pour ça que ma mère, elle me dit que tu te précipites, que je me précipite beaucoup, que je fais les choses trop tôt, etc. Mais, j'ai un peu cette, tu vois, cette petite horloge au-dessus de ma tête qui me dit, ben, au vu de l'environnement, etc. Ouais, bah, peut-être que t'auras pas le temps de faire tout ce que t'as à faire. Et c'est pour ça, je pense, que je me sens un peu pressée de faire les choses ou autre, de vouloir tout faire. Enfin, j'ai l'occasion, je le fais, je saute sur l'occasion, même si j'ai 20, 19, 18. Parce que, ouais, en tout cas, pour ma personne, j'ai peur de pas avoir le temps de faire ce que je veux faire. Ou de vivre, complètement ma vie. Et je veux pas avoir de regrets demain si, je sais pas, ça s'arrête à 30, 35 ans et tout. La nouvelle le nouveau petit rituel des gros mots, c'est de poser des petites questions. Qui sont des questions qui me tiennent à cœur parce que c'est des questions auxquelles moi-même j'ai répondu. La première, c'est de savoir si t'es heureuse aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un mot super complexe. C'est un concept complexe d'être heureux. Je vais pas dire que je suis malheureuse, loin de là. Mais j'ai pas atteint le summum du bonheur. Je trouve que je manque encore un peu de maturité. J'ai pas accompli les choses qui feront que je serai heureuse sur la continuité. J'ai des pics où je suis très contente, que ça soit par ces défis ou même par mon quotidien, etc. Mais ce n'est pas constant. Okay. Et du coup, c'est un extrême être heureux et tout. Je suis dans le bon chemin. Je suis plus proche du fait d'être heureuse que malheureuse. Vraiment, je suis loin d'être malheureuse. Et qu'est-ce qu'il te faut selon toi? C'est quoi les ingrédients pour que tu ailles chercher ce Graal? C'est pas que atteindre mes objectifs, au contraire, c'est de construire un truc que si je regarde dans 30 ans, j'en suis fière, tu vois. Je dis construire un truc parce que j'essaie d'en faire un objet ou autre, mais c'est dans plein de choses, enfin, essayé d'être la meilleure personne possible, essayer de faire le plus de bien, juste marquer, si je marque mon histoire, si je marque ne serait-ce qu'une seule personne, j'estimerais que j'ai réussi ce que j'avais à faire et j'en serais très heureuse. Ouais. C'est quoi la plus belle chose qu'on ait pu te dire? Des trucs, qui peuvent vous paraître simples, mais qui veulent un peu tout dire. Je suis fière de toi, de la part de mes proches, de la part de mes parents, surtout. Et tu m'as inspirée. Ouais, ça c'est un beau compliment. Tu m'as inspirée, venant, que ce soit de mes amis ou venant de personnes que je connais pas. Le tu m'as inspirée, il tape fort. Ouais, il tape fort. Ouais. Je suis d'accord. Et du coup, je me mets je peux plus me permettre de faire des choses que je faisais avant. Moi, tu m'as inspirée aussi. À travers ton discours, à travers ce que tu racontes. Quand on s'est rencontrés avec Yas pour la première fois et qu'on a échangé, je me suis dit que j'étais en face d'une meuf de 20 piges qui venait de me mettre une énorme claque. Et je me suis dit, alors là, Nancy, va falloir se bouger les fesses. Et c'est ça que j'espère que les gens qui matent le podcast, peu importe la génération, peu importe l'âge, parce que à 50 piges, comme la nana du Kili que t'as croisée à 72 ans, il y a pas d'âge. Mais je trouve que c'est bien de passer le mot et de faire croquer ça pour tout le monde. Arrêtez de déléguer après, etc. Foncez, vous avez un truc, faites-le. Le meilleur conseil qu'on ait pu te donner, c'est quoi? Si tu fais quoi que ce soit, fais-le avec tes valeurs. Parce qu'à la fin, il te restera que ça. C'est vraiment le plus beau conseil qu'on m'ait donné. Et j'essaye vraiment de le faire même dans mes plus petites actions. Je pense que quand on voit que tu as des valeurs, ça te dicte ton quotidien. Et dans tes interactions, dans tes échanges, dans tes objectifs, ça se voit. Et ça met de la plus-value. À la fin, si tu nous enlèves tout, il nous reste quoi? Nos valeurs et la personne qu'on est. Du coup, j'essaye vraiment de faire tout avec beaucoup de valeurs. Et d'être aligné avec qui t'es, ça c'est clair que c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus beau conseil qu'on m'ait donné. Et de continuer à briller. De quoi est-ce que tu veux te souvenir toute ta vie? D'avoir essayé. C'est beau. Vraiment d'avoir essayé. De me dire, ok, Yas, t'as essayé. T'as tout fait. T'as essayé, t'as pleuré, t'as rigolé, t'as couru, tu t'es blessé, etc. Mais surtout, t'as vécu. Si t'avais ta génération en face de la cam, avant qu'on les quitte là, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu leur dirais? Croyez en vous, les gars. Vraiment, croyez en vous. Arrêtez de tout déléguer au lendemain. Vous êtes bons, vous êtes beaux. Vous avez de beaux rêves. Foncez. Et si t'avais la mienne et les anciennes générations, qu'est-ce que tu leur dirais? Croyez en nous. Écoutez-nous. Partagez avec nous tout ce que vous pensez utile pour qu'on puisse allier le meilleur des deux générations
et avoir un monde en paix aujourd'hui. Ou au moins un monde un petit peu meilleur. Merci Mayas. Merci, c'était trop cool. C'était un plaisir. J'espère de tout mon cœur que cet épisode vous plaira. C'est un épisode qui est très très cher à mes yeux. Je sais qu'à chaque fois je dis ça, mais celui-là il a quelque chose de spécial. Écoutez-la parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher dans ce qu'on s'est dit. Je nous souhaite à toi, à moi, à nos générations au-dessus, avant, après, un monde meilleur. Je sais qu'on en est capable. C'est ça. Et t'es une des personnes, je pense, tu fais partie de la génération qui va poser les premières pierres aussi de la suite. Je l'espère, vraiment. Donc merci pour tout ça. Merci d'avoir regardé les gros mots. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ce que j'ai compris dans cette conversation avec Yasmine, c'est l'importance de se défier soi-même. Avoir le courage de rêver grand, sans compromis. Ignorer nos peurs et se mettre en mouvement, proche du vide. Car c'est au bord du vertige que l'on se rencontre vraiment. Son ascension nous rappelle que chacun porte en lui un sommet à gravir. Et cette jeunesse, qui ose déjà affronter ses montagnes, nous montre qu'elle est prête, forte et ambitieuse, qu'elle a besoin d'être écoutée, reconnue à sa juste valeur. Les montagnes du monde sont nombreuses, mais la plus haute est souvent celle que l'on porte en soi. Et c'est à nous d'avoir le courage de choisir de la gravir.